Si vous aviez investi il y a 2 ans sur le Nasdaq 10 000 €, vous auriez aujourd'hui 19 300 €. Si vous aviez fait de même pour le S&P 500, vous auriez aujourd'hui 16 100 €. Cela correspond à une hausse en 2 ans de 93 et 61%. Quand on regarde maintenant les indicateurs de valorisation comme le Price Earning Ratio, il se trouve actuellement à 30 alors que la moyenne historique est de 16. Quant au Price Earning Ratio légèrement modifié de Shiller, un ancien prix Nobel d'économie, on se retrouve à 37 là où la moyenne historique est plutôt de 17. Quand les marchés atteignent de si hauts niveaux de valorisation, 2 scénarios sont possibles. Le premier est une correction de plus ou moins 20% qui permettrait de réduire le niveau de valorisation. La seconde option est une augmentation drastique des bénéfices qui permettrait de couvrir cette surévaluation. Quand nous constatons l'état de l'économie actuellement, nous pouvons nous demander si aujourd'hui ce n'est pas trop dangereux d'investir en bourse et particulièrement sur les entreprises du S&P 500. La première chose à regarder quand on se pose ce genre de questions pour éviter de prendre une décision irrationnelle, c'est de regarder tout simplement ce que fait l'histoire. Et si on regarde l'histoire d'un peu plus près, on se rend compte que de nombreuses études ont montré que si vous investissez sur le S&P 500, peu importe la période dans laquelle vous investissez et que vous gardez vos actions plus de 10 ans, vous avez plus de 95% de chances d'en sortir gagnant. Et si vous gardez vos actions pendant plus de 15 ans, vous avez 100% de chances d'en sortir gagnant. Donc à partir de ce constat, il n'y a pas vraiment de raison de paniquer. Le point crucial que vous devez comprendre, c'est que vous ne savez pas quand la hausse va s'arrêter. Alors même si vous avez l'impression que l'économie va mal, que les choses sont pas bien, vous ressentez que ça va mal, ce n'est pas pour autant que les marchés vont s'effondrer. On peut très bien avoir une hausse de plus 100% avant d'avoir une correction de 30%. Et quand on aura cette correction de 30%, vu que vous avez raté la hausse de 100%, ça aurait été plus intéressant d'investir maintenant plutôt que d'attendre cette fameuse correction avant d'investir. Pour vous donner un exemple concret, si vous aviez investi au pire moment en 2020, juste avant le krach boursier, vous auriez aujourd'hui fait plus 72% en 4 ans, ce qui correspond à un peu plus de 18% par an. Idem, si vous aviez investi dans le S&P 500 en 2022, avant le krach, avant que ça perde 20%, aujourd'hui, vous auriez fait plus 21% en 2 ans, soit un peu plus de 10% par an. 2 corrections de plus de 20% sont passées par là, pourtant, vous gagnez quand même de l'argent. En seulement 4 ans, vous faites plus 18% par an. Donc face à ce constat, vous devez accepter une chose, c'est que premièrement, vous ne savez pas quand est-ce que la hausse va s'arrêter. Vous savez que ça va baisser un jour, tout le monde sait que ça va baisser un jour, mais vous ne savez pas de combien ça va baisser, vous ne savez pas combien de temps ça va baisser et combien de temps il faudra pour reprendre. S'il faut, ça va être comme pour le Covid, en moins de 3 mois, ce sera réglé, la correction aura déjà été couverte. Donc une fois que vous acceptez ça, vous avez 2 solutions pour aller de l'avant, pour avancer. La première, c'est d'investir un petit peu tous les mois, comme ça vous contrez l'inflation et en plus vous lissez votre coût de revient sur un indice, sur des actions et ça vous permet de, même si on a une baisse qui arrive, de récupérer des actions et de faire baisser votre prix de revient unitaire. Grâce à ça, vous lissez votre risque dans le temps. La deuxième solution qui s'offre à vous, c'est de vous concentrer exclusivement sur des sociétés sous-évaluées qui ne sont pas en vogue sur le moment. Donc vraiment des sociétés que vous achetez à des prix intéressants avec des discounts de 10, 15, 20, 50%. Alors vous vous en doutez bien, la première technique demande beaucoup moins de compétences et de temps que la seconde, mais en fonction de votre niveau de passion pour les marchés financiers, à vous de choisir ce que vous préférez. Il y a une chose que vous devez bien comprendre et surtout aujourd'hui quand on voit la composition du S&P 500 où on a plus de 20% de l'indice qui sont dans 4-5 entreprises, c'est que tout l'indice n'est pas surévalué. Aujourd'hui, la performance est drivée par les Magnificent Seven, donc Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Google et Tesla. Donc si vous enlevez ces principales valeurs du S&P 500, vous trouverez plein d'entreprises qui sont sous-évaluées avec des fondamentaux exceptionnels et qui peuvent représenter d'excellentes opportunités d'investissement à long terme. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez totalement sortir de ces indices et aller rechercher des small caps, donc des entreprises qui ont une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards de dollars. D'ailleurs, si vous vous concentrez sur des small caps, vous avez plus de chances de trouver des opportunités parce que ce sont les entreprises qui sont beaucoup moins regardées par les fonds d'investissement et beaucoup moins représentées dans des ETF. Alors si vous souhaitez vous aventurer là-dessus et dénicher ce genre d'entreprise, vous devez absolument adopter une pensée contrariante et sortir du narratif que l'on peut trouver
trouver dans les médias et dans la sphère financière. Concrètement, ce que vous devez faire, c'est aller chercher des secteurs qui ne performent pas ou performent beaucoup moins que d'autres sur le moment. Parce qu'en général, l'histoire a montré que ces secteurs qui ont tendance à sous-performer, sur du long terme, sur les années qui vont suivre, ils vont avoir une surperformance qui permettra de couvrir ceci. Par exemple, il y a quelques années, en 2021, c'était la grande mode des voitures électriques et tout le monde voulait investir dans les voitures électriques. Les gens se disaient, ok, où est-ce que c'est le mieux que je place mon argent? Est-ce que c'est Tesla, BYD, NIO, etc. Donc à la place de rentrer dans ce mouvement, qui est clairement un mouvement de masse, c'est-à-dire vraiment tout le monde était sur les voitures électriques, vous devez vous demander, ok, quel secteur pour le moment ne performe absolument pas, de quel secteur personne ne parle et aucune entreprise n'a l'air d'avoir de la performance. Par exemple, en 2023, il y a deux secteurs qui ont eu une performance très faible, voire médiocre. Le secteur financier, qui a été causé par les faillites de deux grandes banques comme la Silicon Valley Bank et le Crédit Suisse, donc tout le monde avait peur. Et un autre secteur, c'est le service aux collectivités, donc ce sont les fournisseurs de gaz, d'électricité, d'eau, etc. Pourtant, quand on regarde les chiffres, ces deux secteurs étaient en croissance, c'est-à-dire que les entreprises au sein du secteur généraient de la croissance. Et deuxièmement, ce ne sont pas des secteurs qui n'existeront plus dans 10 ans. Dans 10 ans, nous aurons toujours des banques. Dans 10 ans, vous aurez toujours besoin d'électricité, toujours besoin d'eau, toujours besoin de gaz pour chez vous. Résultat des courses, en 2024, ces deux secteurs ont apporté une excellente performance aux investisseurs. Ils ont apporté de jolis dividendes parce que ceux qui avaient été capables d'acheter pendant que ces secteurs n'étaient pas du tout en vogue ont pu avoir des prix de revient unitaires très intéressants et des rendements sur coût pour le dividende très intéressants. Un bon signal pour vous de savoir si un secteur est intéressant ou pas, c'est si vous voyez que tous les médias sont dramatique, annonce du drama sur ces secteurs, il y a fort à parier que ça risque d'avoir une très belle performance pour les années à venir. Petite parenthèse, vous trouverez d'ailleurs en lien dans cette description une liste d'entreprises sous-évaluées avec des fondamentaux très bons, un faible niveau de dette et qui reversent un dividende. Vous pouvez accéder à cette liste en cliquant sur le lien dans la description, c'est totalement gratuit. Plus vous avancerez dans la constitution de votre portefeuille et plus vous vous rendrez compte d'une chose, c'est qu'il y aura toujours de quoi paniquer. Tout le monde trouvera toujours des bonnes raisons pour paniquer. Always something to worry about. I'd really, in my over 50 years of doing this, I think I'd be worried if there was, somebody didn't bring up something to worry about. Que ce soit les médias, que ce soit vos amis, la famille, peu importe, tout le monde trouve toujours des bonnes raisons de paniquer. Et à vrai dire, c'est plus ou moins normal parce que après de telles hausses, rationnellement, le cerveau, il va s'attendre à ce que ça baisse, à ce que ça corrige. On ne peut pas toujours être en train de monter. On a d'ailleurs en ce moment beaucoup d'investisseurs de renommée internationale comme Ray Dalio, Howard Marks, Warren Buffett, Jeremy Grantham ou encore Jamie Dimon qui mettent tous en garde parce que la valorisation des marchés est excessivement élevée. En plus d'eux, on a les médias qui en rajoutent une couche avec toutes les guerres qu'il y a dans le monde en ce moment. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces personnes-là ont un intérêt à ce que les gens ont peur. Parce que si les gens ont peur, ils vont leur donner de l'argent à gérer. Si vous regardez leur portefeuille, ils continuent d'acheter des actions. Alors oui, on a des transactions à la baisse, on a des ventes, on a des transactions plus faibles que d'habitude, mais ils continuent d'acheter. Gardez bien en tête que le but des médias, c'est de faire du clic. Et le cerveau humain, par nature, il va réagir au contenu qui est négatif, au danger, parce que c'est tout simplement un instinct de survie. Il suffit tout simplement de regarder les chaînes YouTube financières que vous avez, allez les regarder, faites la liste, et vous allez voir que celles qui ont un contenu avec des titres négatifs ont tendance à avoir beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'abonnés que les chaînes qui abordent un contenu plutôt positif ou un contenu qui est pratique. Comme vous l'avez vu dans l'interview de Peter Lynch, c'est une situation qui n'est absolument pas nouvelle. Il y aura toujours quelque chose pour nous faire peur. Ça fait des décennies et des décennies et des décennies que tous les ans, il y a des lanceurs d'alerte sur les marchés boursiers et que tous les ans, on s'attend à un crack inégalé. Et donc j'en reviens à l'exemple que je vous avais donné au début de la vidéo. Si vous aviez investi au pire moment sur le S&P 500 en 2020, vous auriez aujourd'hui plus 74%, soit plus de 18% par an de performance. Si vous avez fait de même en 2022, donc investir au pire moment avant la baisse de 20%, vous auriez généré plus 21%, soit environ 10% par an. Et encore une fois, allez regarder les vidéos YouTube à ces époques et vous verrez à quel point les gens étaient négatifs, à quel point les gens lançaient des alertes. Si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est soyez positif. J'ai toujours adoré cette citation d'un grand investisseur dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui disait « Les optimistes gagnent de l'argent, les pessimistes font du clic ». Donc à vous de savoir, est-ce que vous voulez faire du clic? Est-ce que vous voulez avoir l'air intelligent quand vous parlez à vos amis, à vos familles, de l'économie, etc. Ou est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Posez-vous simplement la question dans quel camp vous voulez être et en général, vous saurez quoi faire avec votre argent, surtout quand l'inflation est à des niveaux aussi élevés.